ce luxe imposant et de cette prétendue opulence publique qui fascine les yeux des administrateurs sans vertu. Voyez les fortunes énormes de quelques citoyens fondées sur la ruine et sur la misère de tous les autres. Portez vos regards au-delà de cette enceinte brillante de courtisans qui dérobe au prince la vue des hommes. Portez vos regards au-delà de ces palais magnifiques qui cachent ces chaumières. Et voyez les artisans, les laboureurs au désespoir, cette multitude de citoyens de diverses conditions qui forment le corps de chaque nation, disputant sans cesse à l'avidité du fisc, à l'injustice, à la dureté des riches, cette modique portion de salaire ou de revenus qui suffit à peine pour soutenir leur inquiète et douloureuse existence. Voyez surtout cette dernière classe, la plus nombreuse de toutes, et que l'orgueil croit flétrir par le nom de peuple, si sacré et si majestueux, aux yeux de la raison, presque forcé par l'excès de sa misère, à oublier la dignité de l'homme et les principes de la morale, au point de regarder la richesse comme le premier objet de sa vénération et de son culte, la bassesse servile et la flatterie envers les riches et les puissants comme un devoir, l'oppression comme son état naturel, la protection des lois comme une faveur presque inespérée. Ah, heureux et mille fois heureux, celui qui, à la vue de tant de malheurs répandus sur l'univers, élevé par un sentiment profond et sublime, pourra se dire à lui-même: je veux au moins les faire cesser pour une nation de 20 millions d'hommes. Je le veux, je le puis. Les habitants demandent que toute lettre de cachet, ordres arbitraires, lettres closes et d'exil soient supprimées, comme contraires à la liberté naturelle et à la constitution d'un État monarchique où le souverain ne peut régner que par les lois. En conséquence, qu'il soit ordonné que ceux qui sont actuellement détenus en exil en vertu de pareils ordres soient mis en liberté, et que, dorénavant, tout citoyen ou étranger soit interrogé dans les 24 heures de leur emprisonnement et mis en liberté s'ils ne sont prévenus d'aucun crime ou délit qui puisse mériter peine afflictive ou infamante. Les habitants demandent qu'ils désireraient d'être admis aux assemblées provinciales comme faisant partie du tiers-État, qui sera composé des habitants de la campagne et de ceux des villes, chacun par moitié, et ensemble seront en nombre égal aux deux autres corps réunis. Que l'impôt tel qu'il put être ordonné soit égal et également réparti sur le clergé, la noblesse et le tiers-État. En conséquence, qu'il n'y ait plus à l'avenir ni privilège, ni exemption en faveur d'aucun des membres des 10 premiers ordres. De réprimer le despotisme des seigneurs qui dominent trop sur les gens de la campagne, à qui ils ne donnent aucun secours, ne faisant au contraire que les vexer et chagriner. Que les manses abbatiales, à mesure que les abbayes viendront à vaquer, soient employées à l'extinction de la dette nationale pendant le temps et espace d'une assemblée générale à l'autre qui se perpétuera de 4 en 4 ans. Arrêtez les entreprises des décimateurs qui, profitant de la faiblesse du pauvre cultivateur, lui intentent des procès pour le contraindre à leur payer une dîme qu'il ne leur doit point, tels que colza, oliettes, camomille, carottes, pommes de terre et tabac, qu'il plût au roi de décharger les habitants de ce droit, ainsi que de l'entretien des presbytères, logement des vicaires
et de tout ce qui a rapport au service divin. Que la communauté puisse défricher ou conserver ses communes, marais, landes et pâturages. Que le droit de chasse, étant un obstacle à la culture des terres, soit supprimé. Qu'il fût permis aux laboureurs de tuer toute espèce de gibier sur leurs champs et les pigeons dans le temps des semisons, jusqu'à ce que les grains soient levés, en ce qu'ils enlèvent une partie des semences. Que tous les chemins inutiles soient totalement supprimés et qu'il n'y ait plus qu'un seul chemin de communication pour aller d'un endroit à l'autre. Attendu que la trop grande multiplicité de chemins, loin de procurer le commode, occasionne au contraire des dépenses superflues et fait perdre un terrain qui peut être employé plus utilement. Qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que le transport des bagages de ses troupes soit fait aux frais du gouvernement et que leur mouvement ne se fasse en d'autres saisons qu'en automne, temps de la cultivation et de la semison. Que les droits de banalité de four et de moulin soient totalement supprimés, ainsi que les corvées. Qu'il soit défendu aux seigneurs de se mêler en aucune façon de l'administration des échevins et gens de loi. Que le droit de plantis des seigneurs soit restreint aux seuls chemins royaux. Qu'il plaise au roi porter une loi pour l'entretien des chemins, en fixer la largeur et régler les droits de plantis, qui devront appartenir aux propriétaires des champs voisins ou cultivateurs. Parce que l'ombre des feuillages empêche la croissance des grains et que leurs racines dégraissent la terre. Que les évêchés, les canonicats, les bénéfices de la province, ainsi que les pensions sur les abbayes d'Artois, ne seront donnés à l'avenir qu'à des artésiens, d'un mérite éprouvé et généralement reconnu, lesquels seront tenus de résider. Que la taxe des deniers royaux, à la mesure de terre, étant exorbitante, selon la recette du cultivateur, du collecteur, il plut au roi de la fixer à l'avenant de la mesure, pour que chacun sache pour quelle quotité il paye. Aucun habitant ne sait à quoi s'emploie le montant collecté, les chemins étant négligés. Qu'il soit procédé à l'élection des représentants du tiers-état de la province d'Artois pour l'administration d'Issel, dans une assemblée libre, composée des députés des villes et de la campagne, à nombre égal entre eux, mais double de celui du clergé ou de la noblesse pris séparément. Que ces représentants soient triennaux, en sorte cependant qu'ils ne soient remplacés tous à la fois. Que les seigneurs de ce lieu, qui sont messieurs les abbés et religieux de Saint-Pierre-le-Gand, ont planté le contour des marais et perçoivent pleine dîme, ce qui est contraire aux ordonnances. On désirerait que ces droits restent au profit de la communauté. Nous signalons qu'après le partage des marais de ce lieu, les dits seigneurs ont obtenu le droit de triache et ils ont forcé les habitants de ce lieu à consentir à leur en laisser le tiers, ayant obtenu garnison de 50 grenadiers et 30 dragons qui ont menacé de piller et faire feu sur les 10 habitants s'ils ne correspondaient pas aux volontés des 10 moines qui ont forcé les habitants de délibérer par un acte informe en leur faveur, parce qu'ils savaient très bien n'avoir aucun droit de trier. Nous signalons que ces mêmes marais n'étant point de leur concession, mais bien de celle du bon duc Philippe d'Alsace, comte de Flandre et d'Artois. Nous signalons que pour les condamnations portées à la charge des habitants de ce lieu, les moines ont fait arrêter plusieurs citoyens, conduire en prison et fait enlever et vendre les effets de plusieurs habitants. Qu'à l'avenir, on soit tenu de justifier l'emploi des subsides et de rendre le compte public par voie de l'impression. Qu'il plût au roi d'ordonner que tous fiefs se partageront par égalité entre tous les enfants et héritiers, sans aucun préciput de sexe ni d'âge. Que messieurs des étoiles d'Artois soient tenus de rendre un compte public de leur administration depuis 15 ans, ainsi que de l'emploi des 400 000 livres accordés aux malheureux, grêlés lors de l'année dernière, et qu'il n'ait plus aucun droit contentieux. Qu'il y a un marché de l'aumône composé au moins de 80 mesures,
dont un tiers doit être pour les pauvres de Année, le second pour ceux de Arnes et l'autre pour ceux de Loison. Que messieurs les abbés et religieux de Saint-Pierre de Gand s'en sont emparés depuis longtemps et ne font aucune aumône aux pauvres. Qu'il pût au roi remettre ce même marché aux 3 communautés susnommées pour l'assistance des pauvres nécessiteux. Que la dîme de tout fruit quelconque, réduite à une quotité uniforme dans toute la province d'Artois, appartiendra dorénavant aux décimateurs, lesquels supporteront toutes les charges, portions congrues, construction et entretien du chœur des églises, des ornements en linge, etc., que celles qui jadis étaient supportées par les paroissiens ne soient plus tenues à l'avenir à aucune des choses nécessaires au service divin, logement, paiement et entretien des ministres de la religion. Si mieux n'aiment les décimateurs abdiquer leur dîme à une administration laïcale, laquelle contribuera à la nourriture des pauvres et à faire des établissements utiles et charitables, à la charge par les administrateurs d'en rendre chaque année un compte public et imprimé. Qu'il plaise au roi de procurer aussi aux gens de la campagne le bonheur de verser eux-mêmes dans les trésors du gouvernement les impositions auxquelles le fruit de leurs travaux seront assujettis, sans être obligés de les verser dans des mains intermédiaires qui font leur fortune aux dépens de la couronne. Président, Goubez, Mayer, 47 signatures. Que les seigneurs et autres propriétaires des sources et fontaines soient tenus de les faire curer en temps et lieu, afin de donner aux eaux un cours plus libre, et qui puissent procurer plus d'eau aux moulins qui sont souvent dans le cas de chômer à cause de cet inconvénient. Que les propriétaires des pigeonniers soient tenus de fermer leurs pigeonniers pendant le temps des récoltes et semailles, ou de les détruire. Signé Garin, Caudron, Delabre, Ricard, Dédain, Wavelet, Deruel, Flamand. Eh ben c'est super ça, hein, c'est bien. Alors ça, ce sera le début du spectacle. Hein. Bon. Ça sera avec, on fera comme ça, avec tous les cahiers donc, de doléances du début de 89. Bon, cahier de doléances, vous savez ce que c'est, hein, c'est la peine que j'explique. Tout le monde sait ça. Bon, et à noter surtout que bon, cet échantillon ira de 1789 à 95. Et à noter que les cahiers de 89 portaient très souvent sur l'industrie. Ils étaient très hostiles à l'industrie parce qu'elle s'avère être un danger à la santé publique. Hein. Et notamment, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention, sur les cahiers en Lorraine, les cahiers de doléances d'Aspiche et Ébange, où les habitants se plaignaient de la forte pollution du ruisseau Finche. Et parce qu'il était chargé des résidus de forge, du lavage de minerais de cuivre, des moulins et tout ça. Et alors il est écrit exactement: cette rivière est infectée par le mélange de cette eau trouble, jaune et remplie de rouille de fer, au point que même les jardiniers ne peuvent en arroser leur jardin. Eh ben, on voit que la pollution des eaux, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas beaucoup avancé, ça. Ouais, bah, c'est l'écologie avant l'heure. Hein. Ouais. Bon, alors, on les lira la prochaine fois, hein, parce que je les ai pas là. Ouais, et puis, mais en fait, le texte, le premier texte que tu as lu, qu'est-ce que c'était? Ah, alors, le premier texte, c'est un extrait d'une plaidoirie de Robespierre quand il était encore avocat. C'est un extrait tiré du mémoire judiciaire de Hyacinthe Dupont, début de l'année 1789, et il s'adressait au roi. Ah oui, quand même. Voilà. Alors, Céline, tu continues, tu prends la page 8, oui. S'il te plaît. Ah oui, pose ta pancarte. Tu prends la page 8, et tu vas t'adresser à la Convention.
Alors, on n'a qu'à dire, tiens, t'as qu'à imaginer la convention, c'est là. Les députés sont là. Et c'est une adresse du 19 novembre 1792, en premier de la République. Mandataire du peuple. Les électeurs du département de Seine-et-Oise sont rassemblés. Ils voient un orage de malheur se former de toutes parts. Ils voient aussi les moyens qui doivent y remédier. Ils les ont consignés dans cette adresse et nous ont chargés de vous les apporter. Nous ne vous parlerons pas de l'être qui souffre, ni de l'insolente avidité des spéculateurs enrichis par le commerce de la subsistance de l'homme. Nous ne chercherons pas à vous émouvoir. Nous venons vous parler du salut de la République. Le premier principe que nous devons exposer est celui-ci. La liberté illimitée du commerce des grains est incompatible avec l'existence de notre République. Et en effet, de quoi est composée notre République? D'un petit nombre de capitalistes et d'un grand nombre de pauvres. Qui fait le commerce des grains? Ce petit nombre de capitalistes. Pourquoi fait-il le commerce? Pour s'enrichir. Et comment peut-il s'enrichir? En faisant hausser le prix des grains. La liberté illimitée lui en procure les moyens. Mais vous remarquerez aussi que cette classe de capitalistes et de propriétaires, que la liberté illimitée rend maîtresse du prix des grains, est aussi maîtresse de la fixation de la journée de travail. Car chaque fois qu'il ait besoin d'un ouvrier, il s'en présente 10. Et le riche a le choix. Or, ce choix, il le porte sur celui qui exige le moins. Le riche lui fixe le prix et l'ouvrier se soumet. Parce que l'ouvrier a besoin de pain et que le besoin ne se remet pas. Tandis que les commodités du luxe qu'attend et recherche le riche peuvent facilement être remises au lendemain. Que résulte-t-il de cela? Eh bien, une disproportion effrayante entre le prix et la journée de la journée de travail et le prix de la denrée de première nécessité. La journée ne suffit pas pour vivre au prix où est le pain. Et de là suit nécessairement l'oppression et la ruine totale de tout individu qui vit du travail de ses mains. La liberté illimitée du commerce des grains est oppressive pour la classe nombreuse du peuple. Le peuple ne la peut supporter. Elle est donc incompatible avec notre République. Nous voilà donc parvenus à une seconde vérité. Il faut, pour le salut de la République, qu'elle pourvoie par elle-même à l'approvisionnement de chacune de ses parties. La loi doit pourvoir à l'approvisionnement de la République et à la subsistance de tous. Il faut la juste proportion entre le prix du grain et la journée de travail. C'est à la loi à maintenir cette proportion. Ordonnez que partout le grain se vendra au poids. Taxez-le au maximum auquel son prix pourra s'élever. Interdisez le commerce des grains à tout autre que boulangers et meuniers qui ne pourront eux-mêmes acheter qu'après les habitants des communes, et pas plus cher, et qui seront obligés de faire leur commerce à découvert. Ordonnez que chaque fermier sera tenu de vendre lui-même, ou par quelqu'un de sa famille, son grain au marché le plus prochain de son domicile. Et que les grains restants à la fin du marché seront constatés par les municipalités, mis en resserre,
reporter au marché suivant et exposer les premiers en vente. C'est le circuit court, ça. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je dis non, ça s'appelle le circuit court aujourd'hui, ça. Ah oui, c'est ça. Anéantissez les grands corps de ferme qui concentrent dans des mains coupables des quantités considérables de grains. Ordonnez que nul ne pourra prendre à ferme plus de 120 arpents, que tout propriétaire ne pourra faire valoir par lui-même qu'un seul corps de ferme, et qu'il sera obligé d'affermer les autres, que nul ne pourra faire payer les fermages en grains, et qu'enfin, nul ne pourra être en même temps meunier et fermier. Abolir le commerce illimité. Confier à une administration choisie par le peuple le soin de veiller aux subsistances de la République. Maintenir, par des règles constantes, le grain à un prix invariable et lui donner une juste proportion avec le prix de la journée de travail. Voilà ce qui est nécessaire. Voilà ce que nous vous demandons. Nous sommes des citoyens paisibles, amis des lois, qui pensons que l'ordre ne peut être produit, ni être conservé que par la justice. Et nous venons vous le dire. Notre sang appartient à la patrie, notre soumission aux lois, et notre pensée à nous-mêmes. La loi et notre courage nous permettent de la manifester. Et notre devoir nous l'ordonne. Bien, bah, ça n'a pas beaucoup changé, hein, ça. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, moi je continue avec le village de Annay. La société populaire de la communauté de Annay aux administrateurs du district de Béthune. Citoyens administrateurs, quelle serait notre satisfaction si les hommes que nous avons élus s'étaient toujours rendus dignes de notre reconnaissance? Mais nous ne pouvons taire plus longtemps qu'une espèce de despotisme arbitraire paraît diriger la conduite d'une partie de cette municipalité. Ils profitent de la prépondérance annexée à leurs fonctions pour dominer les assemblées générales de la commune, accaparer les suffrages en faveur de leurs créatures et jeter du ridicule sur les bons citoyens. Et la vengeance est à l'ordre du jour contre ceux qui ont le courage de leur dire la vérité. Citoyens administrateurs, la permanence dans leurs fonctions a été bannie du code sacré de nos lois. Nos législateurs avaient bien senti l'inconvénient qui pouvait résulter d'une continuité de pouvoir. Nous demandons, au nom du salut public, que l'agent national se transporte dans notre commune afin d'épurer la municipalité de ceux à qui les fonctions importantes sont données. Il obtiendra alors des renseignements qui dévoileront les entraves journalières apportées au progrès de l'esprit public. Nous avons demandé, il y a environ 2 mois, par une pétition motivée, que le temple de la raison soit ouvert aux séances publiques de la société. L'administration a gardé le silence à ce sujet et la malveillance en a pris plus d'empire. Nous espérons, citoyens administrateurs, que vous autoriserez les efforts que nous ne cessons de faire pour établir parmi nous l'harmonie la plus parfaite et la moralité républicaine. Salut et fraternité, en séance publique, le 24 Ventose, en 2e de la République française, une, indivisible et démocratique. Eh, c'est bien ça, il est bien, hein? C'est super, hein? Dis donc, et tu l'as trouvé où, ce texte-là? Ah, ben, ce sont des textes que j'ai trouvés aux Archives nationales. Ah bon? Ouais. T'as accès aux Archives nationales? Ah, ben oui, j'ai un doctorat en histoire. Ah ouais? Spécialité 18e. Ah ouais? Tu savais pas? Non. Ah bon. Classe. Bien. Bon, on déconne, hein, c'est pas vrai.
J'ai seulement des amis très compétents. Ah. Voilà. Voilà maintenant la motion de la pauvre Javotte. Députée des pauvres femmes à Paris, 1790. Bon, elle s'adresse donc aux députés constituants. Hein? Avertissement. Il est bien étonnant que les 1001 journaux qui instruisent tous les jours le public en disant tous la même chose n'aient point parlé de la motion de la pauvre Javotte, ni de son admission au nombre des représentants de la nation. Nous nous empressons donc de réparer cette négligence offensante. Messieurs, vous me faites l'honneur de m'admettre parmi vous. Je vois que vous êtes 1200 pour représenter une moitié de la nation et que je suis seule pour répondre à la confiance de l'autre. Mes instructions sont fort simples. Je tiens mes pouvoirs de mes commettantes. Vous me permettrez cependant de faire précéder ma proposition par une petite histoire. C'est ainsi, messieurs, qu'il me sera facile de vous faire comprendre que la Révolution n'a rien fait pour les pauvres femmes, que l'inégalité des avantages perpétue à leurs dépens l'aristocratie masculine et que, forcée de voir en vous le sexe à privilège, elle se considère comme le second ordre du royaume depuis l'abolition de ceux du clergé et de la noblesse. Venons-en à mon histoire. Je suis née dans une province dont je ne sais plus le nom. Mes parents, qui étaient fort pauvres, faisaient beaucoup d'enfants et nous, qui étions beaucoup à table, nous faisions mauvaise mine. Autour de notre misérable chaumière vivaient plusieurs de ces impertinents privilégiés qui jouissaient de droits que les ancêtres avaient acquis en élevant la monarchie françoise. L'un d'eux fait mon père concierge de son château. La femme d'un autre retient chez elle ma mère. Un autre encore, oui, ces nobles avaient la fureur de protéger, transforme mes trois frères déguenillés, affamés et polissons, l'un en commis fort bien vêtu, le second en garde-chasse fort bien nourri, et le cadet en séminariste fort bien morigéné. Il me restait encore une pauvre sœur, bossue, et un vieil oncle tonsuré. La première désespérait de trouver un mari, le dernier désespéra de trouver un bénéfice. Une bonne marquise qui ne pouvait pas faire l'impossible mit ma sœur dans un couvent, mon oncle à la tête de sa paroisse et moi à la tête du ménage de mon oncle. Un beau jour, nous nous trouvons tous loin des malheurs qui avaient assiégé notre vie entière. Contents, heureux, déjà consolés du passé, et ce qui est si doux après des jours sans espérance, rassurés sur l'avenir. Que nous étions pourtant à plaindre. Ces grands qui nous faisaient du bien n'étaient pas nos égaux. Mais voici comment nous connûmes les droits de l'homme. Le château du bienfaiteur de mon père est philosophiquement pillé. Plus de régisseurs. La protectrice de ma mère est patriotiquement contrainte à fuir. Plus de retraite. On met religieusement le feu au séminaire où mon frère cadet sert Dieu. Il s'enfuit en soutane. On abat républicainement la barrière où mon frère aîné sert le roi. Il se sauve en chemise. Trop heureux si le troisième, qui servait aristocratiquement les lapins, eût pu faire comme les deux autres.
Mais le pauvre diable avait du plomb démocratique dans les jambes. Ma triste sœur ne sauve un reste de vertu qu'en faveur de sa triste taille, et mon saint-oncle ne conserve un reste de vie qu'à l'aide d'une queue de grenadier. Chacun court comme il peut en criant « Vive la nation !» Une belle nuit, car il y avait beaucoup de lampions dans les rues, nous nous retrouvons tous sur le quai qui conduit à la grève. Père, mère, frère, oncle, sans feu ni lieu, ni pain, ni secours, ni espérance. C'était un superbe moment, car nous étions les égaux de tous les grands. Cependant, comme nous avions faim, nos fronts se baissaient humblement devant quiconque voulut jeter quelques liards pour soulager notre misère, et nous nous disions: ce n'est pas assez d'être les égaux des grands. Il faut trouver du pain. Mon père, mon oncle et mon frère allèrent demander du travail. Ils l'obtinrent. Ma mère, ma sœur et moi, nous en demandâmes aussi. On nous dit qu'il n'y en avait point pour les femmes. Il n'y a donc pas de pauvres femmes dans cette ville, demandai-je. Il n'y a que cela, répondirent 1000 voix autour de moi, dans toutes les rues, à toutes les portes, aux promenades, au district, devant les spectacles, devant l'Assemblée nationale. Ah, c'est bien triste pour notre magnifique ville, où il y a tant de plaisir, tant de charité et tant de gens qui font des lois. Le regard d'une femme que j'aperçus à ma droite m'arrêta. « Vous venez d'entendre, me dit-elle, que l'État ne fait rien pour vous. Votre père, vos frères travaillent. Sans ce secours, ils périraient. Vous avez le même besoin qu'eux, mais le gouvernement n'a pas les mêmes soins pour vous. » Je l'interrompis. « Mon oncle m'a donné une bonne éducation. J'ai appris tout ce qu'il faut pour être employé dans une maison de commerçants. Il n'y a que les hommes qui soient employés dans les maisons de commerçants. Je copie fort exactement de la musique. Il n'y a que les hommes qui copient de la musique. Je me suis encore beaucoup appliquée au dessin, même à la peinture. Je pince l'harpe, la guitare, je touche passablement le clavecin. Je donnerai des leçons à de jeunes demoiselles. Il n'y a que les hommes qui donnent des leçons aux jeunes demoiselles. Eh bien, repris-je impatienté, si les hommes font tout ce que les femmes feraient beaucoup mieux à leur place. Et je vois pourtant des bureaux d'écrivains. J'écrirai comme ces hommes. Avez-vous de l'argent pour payer une maîtrise? Mais on va les abolir. Ah ah, on va, répéta ma vieille. Et oui, nous serons fort bien par tout ce qui va venir. Mais en attendant, tout ce qui est venu nous tue. Les hommes sont favorisés du gouvernement dès le commencement de leur vie. Nous en sommes abandonnés jusqu'au dernier terme de la nôtre. Il y a plusieurs écoles gratuites pour eux. Il n'y en a pas pour nous. On songe à leur donner des talents. On ne veut que nous apprendre le catéchisme. Nous espérions que les représentants de la nation qui sont venus pour corriger les abus s'occuperaient un moment de notre sort. Mais ils n'ont encore pu songer qu'aux Juifs et aux comédiens. La charité éclairée, dis-je, sera donc venue à notre secours. Elle aura formé des établissements consolants pour celles de nous qui ne craignent ni fatigue ni veille. Et là, une espèce de fantôme dont la voix lente et faible arrivait à peine jusqu'à moi, répondit: je connais de ces établissements consolants. 7 sols. Voilà ce que j'y trouvais pour éviter la mort. 7 sols. Ils sont le salaire d'une tâche journalière
à laquelle je n'ai jamais pu suffire. Travailler pendant 18 heures, sans repos, sans relâche, dévorer en hâte l'insuffisante nourriture que peuvent procurer 7 sols, et sous un toit entrouvert, sur de la paille humide, voir arriver un nouveau jour et de nouveaux efforts, et point de nouvelles forces. Ah, dites-moi s'il faut vraiment éviter le tombeau pour trouver pareille charité. Bon, je m'arrête. Je n'essaierai pas, messieurs, de vous rendre ce que j'éprouvais à l'aspect de ses yeux éteints dans les larmes, de ce front sillonné par de longues années de douleur. Mon âme put à peine contenir ses mouvements. Laissez donc tomber un regard sur ces nombreuses victimes, les unes répandues sous vos yeux, avec leurs larmes et leur désespoir, les autres cachant dans le sein de la plus avide indigence un inutile courage, toutes accusant l'oubli des législateurs de tous les temps. Quoi? Nous ne verrons pas un patriote s'honorer du plus beau soin de conserver à l'état des citoyennes? Parce qu'enfin, c'est dans ce sexe qu'est le titre de mère. Ô patrie, le plus cher, le premier à tes yeux, et que tu perds encore plus quand nous cessons d'être honnêtes que quand nous cessons d'exister. Voilà, messieurs, ce que j'avais à vous dire. Et voici enfin le vœu de mes concitoyennes que l'Assemblée nationale daigne s'occuper du sort des pauvres femmes. Et alors, ils s'en sont occupés? Comment? Ils s'en sont occupés? Non? Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas, là? Mariano troppo attaccado d'uno forte malottier, ero tut sur maltrattado e murio de cattibier, lume de si sanagari, e net-elle sur la facio souffri. Les nouvelles poudres exécutives bendif apprennent un vomitif. Peri de gat, sale palmou, Mariano c'est trop beau milou, Mariano c'est trop beau milou. Io che l'Herman Custino han comença de casa, l'altro mai santo permino che manca dell'estufa, e le dedine des intestines, serre la leu san de verston malou. Et l'élixir de du mouries fretata la planto d'espèce, peri de gat, sale palmou, Mariano c'est trop beau milou, Mariano c'est trop beau milou. 1792, c'est la première apparition du prénom Marianne comme symbole de la République. Y a pas des gars, ça n'est pas le mou. Mariano c'est trop beau milou, Mariano c'est trop beau milou. Vive la République! Vive la République! Ah. Eh ben, c'est toi qui continue. 13 février 1794. Ce n'était pas assez d'avoir détruit la féodalité, renversé à la fois le tyran et la tyrannie, établi une constitution libre, fondée sur une déclaration sacrée des droits de l'homme. Il restait encore quelque chose à faire pour la liberté. L'humanité gémissait de voir des hommes courbés sous le poids de l'esclavage. Vous avez, par votre immortel décret du 4 février, rendu libres des hommes qui, pour différer de couleur avec les habitants de nos contrées, doués des plus précieuses qualités du cœur, n'en méritaient pas moins la sollicitude d'un peuple libre, généreux et sensible. Vous avez fait disparaître l'aristocratie des couleurs. C'est au nom de la société populaire, de la section des Amis de la Patrie, que nous venons vous féliciter et vous remercier de ce nouveau bienfait pour l'humanité.
8 février 1794. César Télémaque, membre de la Société des citoyens de couleur de Paris. Citoyens législateurs, vous voyez devant vous une partie des citoyens de couleur habitant Paris. Nous venons vous féliciter de la justice que vous avez rendue à l'égalité, en adoptant parmi vous nos frères. Ce sublime décret va donner la vie et faire le bonheur d'1 million de malheureux qui gémissent dans les fers de l'ignominie. Oh, combien vous allez recevoir de bénédictions et de félicitations! Vous les méritez bien! Et vos noms à jamais immortels ne seront prononcés qu'avec l'enthousiasme de la reconnaissance par tous les peuples de la terre. Oui, législateurs, ces actes de sagesse et de justice nous feront oublier 2 siècles et plus de tourments et de peines que nous avons souffert sous le joug odieux des colons. Nous ne prononçons ce nom qu'avec horreur. C'est là que se borne notre vengeance. Hé! Nous serons assez vengés par les remords et les regrets qu'ils éprouveront en apprenant notre félicité. Législateurs, nous savons apprécier les bienfaits qui résultent de vos travaux. Et c'est pour ne pas en retarder la marche que nous abrégeons ce discours, en vous invitant à rester à votre poste et à maintenir cette énergie et cette fermeté que vous montrez depuis les 31 mai et 2 juin, jours glorieux et de triomphe pour le peuple français, époque vraiment révolutionnaire qui deviendra celle du bonheur de l'univers. 28 février 1794, la Société populaire de Vervins, dans l'Aisne. Un préjugé barbare et monstrueux avait condamné à l'état d'esclaves, ou plutôt de bêtes, des hommes qui pensaient, réfléchissaient et auxquels la nature plus équitable avait dispensé l'intelligence en proportion égale. Les siècles futurs auront peine à croire que des hommes dont le climat a noirci la peau aient pu être asservis par ceux dont le seul avantage était d'avoir la peau blanche. Mais vous avez suivi les lois naturelles en déclarant que tous les hommes, sans distinction de couleur, étaient libres. À cette heureuse nouvelle, nos cœurs tressaillirent. Les sensations que nous éprouvâmes ne purent être contenues. Joie, allégresse, sensibilité parurent tour à tour sur le visage de tous les membres. La postérité bénira le jour heureux où vous portâtes ce décret. Nous en célébrerons une fête de réjouissance à la première décade. 20 mars 1794, la Société populaire de QC, dans l'Allier. Aux représentants du peuple français, la servitude la plus honteuse déshonorait encore le règne de la liberté. L'homme était trafiqué comme une vile marchandise et passé sous le joug de maîtres barbares qui l'assimilaient à la brute. Mais aujourd'hui, tous les abus de la tyrannie sont détruits. Vous avez, par la mort du tyran et la création de la République, consacré le triomphe de la liberté. C'était à vous qu'il appartenait de consacrer celui de l'humanité. Qu'il était beau, qu'il était digne des législateurs de la France, ce mouvement de sensibilité qui entraîna l'affranchissement des nègres. Comme nous l'avons partagé bien vivement, de quelle joie ne doivent pas être agités les cœurs des hommes vraiment libres lorsque des frères leur sont rendus. Elle est d'autant mieux sentie, cette joie, que l'égalité recouvrée des hommes, pour elle, nés pour elle, ce sont des vrais sans-culottes, immortels. Législateurs, la liberté que vous avez rendue aux colonies va devenir une étincelle qui bientôt embrasera tous les peuples. L'exemple de la nation française qui sait allier avec ses droits la cause de l'humanité sera l'écueil des trônes de tous les tyrans. Salut et fraternité. Avril 1794. La commune de Valborgne, dans le Gard. Citoyens représentants. Pénétrés d'admiration pour vos immortels travaux.
Nous venons vous offrir le tribut d'une reconnaissance sans borne. Nous venons vous témoigner notre vive satisfaction de ce décret bienfaisant qui brise les chaînes sous lesquelles gémissaient les hommes de couleur. Ah! Ce décret seul assure à vos noms l'immortalité, et vous méritez les bénédictions de tout être sensible. Continuez, législateurs, à réprimer les efforts des traîtres qui voudraient faire rétrograder la révolution. Législateurs. Ne souffrez point que le mouvement révolutionnaire s'arrête un instant. L'égalité et la liberté ne reçurent un hommage plus éclatant que celui que vous venez de rendre par votre sage décret qui brise les chaînes qui tenaient nos frères, Elle ne doit avoir les lieu, hommes cette de paix, couleur, que lorsque le dans dernier déférent l'esclavage, sera rentré dans la nés poussière. libres comme Et nous, surtout, plus ne quittez faits point les que Représentants nous, d'un frères, peuple libre. pour la liberté, parce qu'ils ont C'est aujourd'hui que l'on peut cette donner servitude est devenue morale honorable en qualité. France, une sorte Vous avez senti de naturalisation. Qu'il n'était pas moins absurde le sort de laisser un de la noir dans nature l'esclavage les condamnait que d'honorer un homme à avant parchemin. de naître Nous voilà à dans le une règne de la éternelle sainte égalité. dépendance en Il n'est faisant plus des question que de la esclaves. consolider. Membres d'une petite Les société assimilant populaire, aux animaux nous domestiques. vous secondons de tous nos Aussi efforts. ridicule que le préjugé de la noblesse des Blancs. Nos habits couvrent les Celui de militaires. l'esclavage des Noirs. Un cavalier Ne jacobin vient devait-il de pas sortir de notre fondre sein. comme lui au rayon Nos brûlant cloches sont à la du fonderie. génie qui éclaire Notre argenterie la à la raison monnaie. des Français. Nos ci-devant nobles et nos prêtres à Et l'écart. vous, dignes représentants du peuple, Les signes extérieurs restez du à vos fanatisme postes, jusqu'à sont ce que à tous les l'édifice autant est devenu qui celui doivent de la cimenter notre bonheur soit raison. parfaitement À l'œuvre, consolidé. républicain, commandé. C'est le vœu. Et nous sommes prêts à tout C'est le faire. cri unanime Nos de la propriétés, société nos bras, populaire nos vies sont à la patrie. d'Altkirch et de toutes Et nos ces hommages. contrées. À la Convention. Vive la République! Vive la République. Vive Vive la montagne. Agne! Alors, tu continues Oui. Ah oui. avec ce texte. Alors, juste pour te préciser un truc, ce qui m'a beaucoup touché dans ce texte, c'est que on voit, comment dire, la naissance de l'administration, la naissance de l'administration. C'est-à-dire qu'avant, les lois, c'était le roi, les nobles, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, enfin, il y a des règles qu'il faut respecter, hein, et qu'il faut suivre. Donc, ça implique un peu de paperasse, hein, c'est normal. Sinon, il n'y a pas de... Hein, pour respecter... Et alors, ce pauvre maire d'un tout petit village se débat au milieu de toutes ces nouveautés administratives. Et en plus, se débat dans la pauvreté incroyable de sa population, cette misère terrible. Au milieu des deux, elle ne sait plus quoi faire. Alors, il a décidé de s'adresser, de demander conseil au maire d'une plus grande ville, le maire de Arras. Bien. Lettre de Barthélemy Martin Joseph Leclerc, maire de Mont-Saint-Éloi, à Dubois de Fosseux, maire de Arras. Je vais former la liste des citoyens actifs. Je ne comprendrai point dans cette liste les enfants âgés de 25 ans qui ont encore leur père, mais bien un des enfants qui, ayant cet âge, aura encore sa mère. Je m'occupe à l'état désignatif et estimatif des biens et revenus de toute nature possédés dans le village et territoire de notre municipalité par messieurs les curés, vicaires, etc. Demandés par messieurs du comité ecclésiastique. Alors, les imprimés reçus sont incommodes et certains articles obscurs. Comment faut-il les comprendre ? Des données manquent car les déclarations requises n'ont pas encore été fournies. Faut-il les comprendre dans les charges ? Faut-il comprendre dans les charges les aumônes qu'est tenu de faire chaque semaine l'abbaye aux pauvres du lieu ? Les habitants du Mont-Saint-Éloi, vassaux de l'abbaye, doivent à ladite abbaye un rachat de four par chaque famille et sont tenus de faire moudre leurs grains au moulin de Chinchy, appartenant à ladite abbaye. Ces servitudes étant supprimées, est-il nécessaire d'en faire mention ? Nous avons 600 âmes dans notre paroisse
qui composent 140 familles, ou feu. De ces 140 familles, il y a les 9/10 qui n'ont rien. La plupart manquent de travail. Si l'abbaye, qui, avec son fermier, possède et exploite les 9/10 de notre territoire, cesse de faire travailler, il y a plus de 500 âmes qui vont mourir de faim, ne trouvant aucun travail nulle part. Les filets, qui étaient une grande ressource, ne vont point et les femmes ne gagnent rien. Nous ne savons de quelles ressources, nous ne savons de quel côté nous retourner pour trouver moyen de procurer aux habitants de ce lieu la subsistance, et nous craignons que nous ne pourrons jamais parvenir à les contenir, ni empêcher les pillages que la faim nécessite. Notre municipalité a besoin d'éclaircissement et d'instruction, de connaître ce qu'elle doit et ce qu'elle peut pour maintenir l'ordre, la paix et pourvoir à la subsistance de ce lieu. En un mot, si les individus qui ont un certain moyen et les grands propriétaires et fermiers veulent fermer leurs bourses, ni faire travailler, il faut absolument trouver du travail et obliger les propriétaires aisés à en procurer aux habitants. On s'expose à tout perdre quand on veut tout conserver. Je vous avoue, monsieur, que nous sommes dans la plus grande inquiétude et que notre village est des plus à plaindre parce qu'il n'a d'autres ressources que le travail. Je n'en connais pas d'aussi malheureux que le nôtre, où les 9/10 n'ont pour toute propriété foncière qu'un petit manoir avec une petite habitation dont les charges équivalent au loyer et qui ne vivent que d'après l'abbaye. Je joins ici à mémoire vous priant, monsieur, de nous aider de vos conseils pour nous y conformer et remplir nos devoirs. Nous vous en aurons toute obligation. Alors, prière de remettre les éclaircissements demandés le plus tôt possible au refuge de Saint-Éloi, à Arras, où le messager se rend tous les jours. Suit un PS. Monsieur, quoique la misère soit grande, il y a encore ici plusieurs personnes qui ne sauraient se dispenser d'aller au cabaret et d'y rester même après la retraite. Il n'est pas possible de faire payer à ces personnes des amendes parce qu'elles n'ont rien et qu'elles se moquent en conséquence de la justice. Comment faire? Ne pourrait-on pas faire un règlement qui rendrait les cabaretiers et les personnes trouvées chez eux solidairement tenues à l'amende? Ou au moins arrêter qu'à défaut de pouvoir faire payer l'amende par les insolvables, les cabaretiers ne pourraient donner à boire ni souffrir chez eux ces insolvables, à peine d'être amendés. Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de conduire les hommes. Pétition des ouvrières des ateliers de filature parisiens. Aux citoyens membres du département de Paris. Citoyens, la citoyenne Leclerc, dont le mari est à la défense de la patrie depuis 17 mois, est chargée d'une nombreuse famille de 4 garçons, dont le plus âgé a 17 ans. Citoyens, je m'adresse à vous en espérant que vous voudrez bien prendre en considération une mère de famille, dépourvue de toute ressource, n'ayant d'autre talent que la lecture et l'écriture, dépourvue de tout, étant donc dans la dernière des misères, accablée de dettes, ne sachant de quel côté me tourner pour pouvoir faire subsister ma famille, ayant marié frères et neveux au service de la patrie, puis-je donc espérer de mes concitoyens qu'ils voudront bien s'intéresser à moi qui n'ai plus d'autre moyen que celui de travailler pour pouvoir subsister, moi et mes enfants, pour me procurer une place, soit à la filature ou bien au coton, pour être en chef ou sous-chef. Citoyens, je ne crois pas aller sur les brises de personne en vous observant qu'il y a dans les ateliers des concitoyennes qui n'ont personne à la défense de la patrie, ni même d'enfants.
C'est donc avec justice que je réclame une telle place d'après les décrets de la Convention nationale qui dit que les familles des défenseurs seront toujours préférées. Salut et fraternité. Votre concitoyenne Leclerc. La citoyenne Tison, domiciliée Carré Landry, numéro 5, section de la Cité, expose à la commission que son mari combat à la défense de la patrie sur les frontières et qu'il a laissé à sa charge en partant 2 enfants en bas âge, dont l'un de 6 et l'autre de 9 ans. La citoyenne touche à la vérité des secours annuels accordés aux femmes des défenseurs de la République. Mais ces secours sont bien modiques, eu égard à la cherté exorbitante des denrées et effets de première nécessité. Et leur hausse continuelle lui a fait vendre jusqu'ici une partie de son petit mobilier pour pouvoir se sustenter, elle et ses 2 enfants. Aujourd'hui que ses ressources sont totalement épuisées, elle se jette entre les bras de la commission. Et si elle les lui ferme, le désespoir sera son dernier refuge. Elle supplie donc la commission de subvenir promptement à sa misère en la faisant placer dans quelque atelier de filature, de coton ou de lin. Elle ne réclamerait pas aujourd'hui ce bienfait si elle n'avait pas été impitoyablement éconduite de l'atelier de Jacobin sous prétexte qu'elle était trop âgée. La commission pèsera sa réclamation en suivant la décision. Elle portera la consolation ou le désespoir dans l'âme de la réclamante. Aux citoyens composant le comité bienfaisant des secours à la Convention nationale le 30 Thermidor, en 2. Les citoyennes composant l'atelier des épluchures et nettoiement du coton fait au ci-devant Récollet, Faubourg Martin, section du Nord, viennent vous exposer, citoyens, que depuis l'établissement de ces travaux, elles n'ont que 8 sols par jour en travaillant depuis les 6 heures du matin jusqu'à la fin du jour, que pour peu qu'elles manquent aux heures indiquées, on leur rabat le quart ou moitié de leur journée, sans égard à leurs besoins, à leurs âges, comme à leur infirmité. Dans le principe de cet établissement, il leur avait été promis un accroissement de paie journelle. Leur réclamation est restée jusqu'à ce jour dans l'oubli. Et il est aussi évident que le jour qu'avec 8 sols par jour, au prix où sont les comestibles, elles ne peuvent manger qu'un pain, souvent arrosé de leurs larmes, et qu'elles ne peuvent payer leurs termes, blanchissage, et subvenir à leurs entretiens. Elles espèrent que, sensibles à leur affligeante position, comme frères de la classe indigente, vous vous empresserez de l'alléger. Aux citoyens composant le comité des travaux publics et de filature des cotons. Citoyens, la citoyenne veuve Hainaut, âgée et incommodée, demeurant à Lazare, numéro 62. La veuve Aubry, avec 2 enfants en bas âge, Faubourg Martin, rue des Récollets, numéro 1. La femme Griot, 3 enfants, grande rue du Faubourg Antoine, numéro 56, et sa fille et son mari très âgé. La veuve Champagne, 3 enfants, rue Martin, 336. Marguerite Petit, femme Ridreau, Faubourg Laurent, numéro 152. Et la femme d'Antoine Hainaut, 2 enfants, rue de Bièvre, numéro 41. Ces 7 personnes exposent que, ayant été employées à la filature du coton, n'ayant d'autres moyens pour subsister et faire vivre leurs enfants, vous prient de venir à leur secours en les payant comme celles qui sont au-dedans. Leur état est digne de secours. Elles attendent que vous ferez droit à leurs demandes en leur accordant les secours dont elles ont le besoin le plus pressant. Elles ne pourront assez dire « Vive la République française, une et indivisible, langue 3, nota !» Elles demandent à être occupées à la dite filature, ne connaissant d'autres états. Employez-les.
leur reconnaissance égalera vos bienfaits. Messidor, en deux, aux citoyens administrateurs des établissements publics. On est sûr d'être favorablement écouté quand on a pour soi la justice, quand on a été opprimé et que l'on s'adresse à des amis de l'humanité, des mères de famille, des citoyennes dont les maris sont aux frontières, viennent vous porter leurs réclamations contre Coquet, directeur de l'atelier des Jacobins. Il nous a chassés de cet atelier, nous et nos enfants, et par là, il nous a mis sans ressources. Pour faire son coup, il est allé chercher le maire de Paris et le trompa sur l'état de la maison et sur notre compte. Nous savons qu'il nous a traités aussi durement parce que nous demandions les 2 livres de pain qu'il nous avait ôtés. Il n'ignorait pas que s'il nous avait laissé parler, nous l'aurions confondu et que nous aurions fait voir toutes ces intrigues. Mais il nous fit chasser sans nous permettre de nous expliquer. Citoyens, vous serez plus justes, vous ferez droit aux réclamations des mères de famille qui n'ont pour toute ressource que le travail de leurs mains. Elles vous demandent du travail. Nous comptons sur votre patriotisme. Votre récompense sera d'avoir bien mérité de la patrie en prenant les intérêts des citoyennes qui ne sont riches qu'en républicanisme. Signé Barois, Cardon, Cordier, Randoulet, Val, Baptiste, Bicon, Gaspard. Aux citoyens composant le comité des secours de la Convention nationale, une foule de malheureuses femmes, la plupart épouses, sœurs et mères des défenseurs de la patrie, étant occupées dans les ateliers de la Maison du Midi. Elles bénissaient la générosité nationale qui leur avait procuré ce secours lorsque tout à coup le directeur leur annonce qu'il faut qu'elles se retirent dans leurs domiciles respectifs, dans lesquels on leur donnera de l'ouvrage, moyennant un répondant. Hélas, peuvent-elles être logées passablement pour ce travail? Beaucoup habitent de misérables greniers, incapables de contenir leur rouée. D'autres vont être obligés de quitter leur demeure parce que le bruit que nécessite leur travail déplaît à leurs propriétaires qui, en conséquence, leur donnent congé. Cependant, on les presse et elles obéissent en gémissant. Elles s'adressent à vous, citoyens, pour vous prier de permettre qu'elles retournent dans ces ateliers de la manière qu'elles y étaient ci-devant. Elles y béniront sincèrement le règne de la justice, tandis que leurs enfants, époux et frères continueront de combattre avec ardeur et sans relâche les ennemis de la République, une et indivisible. Le 17 mars 1793, mémoire des ouvrières employées à la filature du coton établie aux ateliers des Récollets. Mémoire pour les citoyennes. Les citoyennes, employées à la filature du coton, croient avoir le droit de représenter que les cardeuses viennent de recevoir une augmentation de 30 sols par mois, quoique déjà la plupart d'entre elles gagnent près de 3 livres par jour, pendant que les plus fortes hausses ne passent guère plus de 10 à 12 sols par jour, et sont en outre assujetties sur ce modique gain à entretenir leur rouée de réparation, et même d'huile, que l'on préfère souvent se fouler aux pieds que de la délivrer à ces malheureuses mercenaires. Cet entretien est sans contredit de peu d'importance, mais comparé à leur peu de gains, il devient essentiel pour les fileuses. L'administration, d'après cet exposé, sera convaincue de la justice de leurs réclamations. Et elle pense qu'elle voudra bien rétablir parmi les ouvrières l'équilibre qui penche si fortement en faveur des cardeuses et reverser sur les fileuses l'espèce de gratification qui est accordée aux premières et dont elles peuvent bien plus facilement se passer que leurs concitoyennes si cet acte d'humanité et de justice leur était refusé. Ce refus vérifierait le proverbe trivial mais expressif: aux plus pauvres, la besace.
l'an 11 de la République française, le 11 du mois de Germinal. Sur l'avis que nous a été donné le jour d'aujourd'hui, dans le courant de l'après-midi, qu'il avait été trouvé un enfant, fille, à la porte du jardin potager, ayant été vu par les chants de Joseph Lavigne, charron, au dit Varlus, nous, Antoine-Henri Brasier, juge de paix du canton de Beaumetz, officier de police, nous sommes transportés au dit Varlus chez le dit Lavigne vers 9 h du matin. Nous y avons trouvé ce dernier, qui, après explication à lui faite du sujet de notre arrivée, nous conduit à la porte extérieure de son jardin situé par les champs, vers le vent, et nous observa qu'au dehors de cette porte, on avait posé un enfant sur la terre, le jour d'hier, vers 1 h de l'après-midi, mais qu'il ne peut donner aucun détail sur le fait, qu'il croit qu'Augustin Vasseur, ménager au dit Varlus, est le premier qui ait vu cet enfant à la porte précitée. Ensuite, nous nous sommes transportés en la maison de Louis Simon, occupée par François Roger, ménager au dit Varlus, lieu du dépôt provisoire de l'enfant. Et nous y avons trouvé Magdeleine Simon, femme du dit François Roger, chargée du même enfant qui nous a été sur le champ représenté. Examen fait attentivement, nous avons remarqué qu'il était du sexe féminin et âgé de 8 à 15 jours, suivant la déclaration de plusieurs femmes qui ont visité son corps. Nous avons pareillement remarqué que cette fille était couverte des effets suivants. 1. Une petite chemise de toile blanche assez claire, ayant des bras de relais et un jabot de mousseline rayé, un peu déchiré. 2. Un vieux corset, composé de divers morceaux de casinette rayés, mais plus usés, et une pièce de toile à carreaux rouge et blanche, usée, laquelle est attachée au-dessous du cou. 3. Un bonnet en forme de serre-tête d'indienne à l'épine rouge et bleu, fond mielé, doublure de toile blanche, entouré d'une dentelle étroite, avec un petit ruban ou cordon de toile blanche. 3 dentelles et dentelles d'amis de laine rayées, pareilles à la partie blanche. 4. Une bande de toile grise sur la longueur de 2 zones environ, de la largeur d'un quart d'aune, laquelle est entourée d'une petite bordure aussi étroite, grise, un peu moins forte. 5. Un morceau de linge carré, en toile blanche usée, composé de plusieurs pièces. 6. Un autre morceau de linge de pareille grandeur, en toile grise, aussi vieux et usé. 7. Un mouchoir de cou de mousseline usée blanche et troué en plusieurs endroits. Description faite des effets ci-dessus. Nous avons ordonné à la dite Magdeleine Simon, femme Roger, de garder l'enfant et lui donner tous les soins possibles. Ce à quoi elle a consenti, ayant au surplus déclaré que d'avoir signé. Moi, Gabriel Brasier, faisant les fonctions d'officier public de l'état civil, relativement à une fille trouvée, exposée à la porte du jardin d'un particulier, pour satisfaire à l'article 11 de la loi du 20 septembre 1792, nous avons donné à cet enfant
le nom de Sophie Claudine. Et Robespierre dit: j'ai jeté un coup d'œil sur les mœurs de ma nation et j'ai cru que je pouvais sans inconvénient plaider la cause des êtres infortunés dont je parle. Quel titre leur manque-t-il pour obtenir la protection de l'État? Ils sont innocents, ils sont malheureux. Les bâtards sont des hommes, en dépit des préjugés imbéciles qui voudraient les avilir. Les bâtards sont des citoyens sans reproche, et ce titre fut porté par les plus illustres de nos héros. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Aménager des appuis aux faibles, des tuteurs aux orphelins, des secours aux malheureux. À peine dans l'étendue de ce vaste royaume compte-t-on 9 ou 10 hôpitaux destinés aux enfants abandonnés. La capitale même n'en a qu'un seul, bien éloigné de pouvoir suffire aux besoins de cette immense ville. Des extrémités de 20 contrées éloignées, une multitude d'enfants est transportée chaque jour à cet hospice général. On les entasse sur des espèces de tombereaux. Ces innocentes créatures sont abandonnées à la discrétion d'un rustre, chargé de les voiturer dans un espace de 100 lieues. Est-il besoin de dire quelle est leur destinée? Presque toutes périssent dans le chemin. À peine quelques victimes, échappées comme par miracle à tant de dangers, arrivent au terme de ces voyages funestes. On transportait annuellement à Paris, de différents lieux, 2000 enfants abandonnés et qui périssaient sur la route dans la proportion de 9 sur 10. Le nombre des victimes est beaucoup accru depuis cette époque. Et ceux mêmes qui arrivent enfin jusqu'au fatal hospice y trouvent des périls non moins redoutables que ceux auxquels ils ont survécu. La raison et l'expérience prouvent que les maisons où l'on réunit un trop grand nombre d'enfants ne sont que de vastes tombeaux. L'hospice des enfants trouvés regorge encore de ces victimes et leur multitude ne laisse point de place à de nouveaux hôtes. Et cependant, de nouveaux essaims d'enfants continuent d'arriver tous les jours de différents lieux vers cette maison devenue absolument nécessaire aux besoins publics. Au lieu d'un asile, les enfants trouvent la mort devant les portes fatales qui ne s'ouvrent plus pour eux. Il faut encore apprendre à ceux qui ne connaîtraient pas le plus curieux de nos usages qu'aux portes de la capitale, on trouve des hommes qui tiennent des magasins d'enfants abandonnés. Mais quoi? Est-ce donc réellement une véritable marchandise dont je parle? Sont-ce au moins de vils animaux dont j'écris l'histoire? Non. Ce sont des hommes, grand Dieu. Des hommes. Bon, allez. Alors, pour finir, là, un extrait d'une comédie de l'après-Thermidor, juste l'après-Thermidor, une comédie qui se jouait à Paris et qui fait le pont avec le début, avec un texte du village de Annay qui se plaignait du prix du blé qui n'arrêtait pas de croître et tout. Eh bien, c'était 89, là on arrive à 95 et c'est toujours pareil. Sauf que, entre-temps, il y a eu cette fameuse loi du maximum qui fixait le prix qui ne pouvait plus bouger pour tout le monde, qui permettait de nourrir et que tout le monde ait du blé.
Mais il se trouve que la liberté du commerce et des prix a été rétablie. La loi maximum est partie à la poubelle et il est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui La loi du marché. Alors, il nous faut le père, c'est Théodore, ben c'est toi, le père. La mère s'appelle Brigitte. Écoute, je vais la faire. Hein? Et je mets mes lunettes, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Alors, la fiancée s'appelle Laure, c'est toi. Ok. Et ben, il nous manque un fiancé. À moins que... Eh ben, allez. 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 Merci. Alors, c'est ta fiancée. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Robert, enchanté, voilà. Ok. Eh ben, c'est toi qui commences. Ok. Allez. Alors. Ah oui. Mais je reviens à mon beau-père. Quelle idée donc d'aller aujourd'hui absolument au marché? Pour tenir sa parole, il a promis la dot avec sa fille. Il y a affecté le prix de 10 sacs de grains qu'il est allé vendre avec notre Javotte. Bon, Javotte, c'est la vache, hein. Et quelle que soit la somme qu'il en retirera, c'est pour vous, mes enfants. Mais je ne crois pas avoir fait un marché d'argent en aimant votre fille. Et je suis très piqué de cette précaution. Bon, il a décidé que ce sera votre dot, c'est la preuve de son amour. Mais il n'aura pas de peine à vendre à présent. On vend tout ce qu'on veut. Il sera de retour dans un instant. Et vous serez heureux, mes enfants que vous êtes. Ah, le voilà! Diable, déjà prêt? Déjà les toilettes faites? Oui, mon père, et nous n'attendions plus que vous. Que moi? Je n'ai rien de bon à vous dire pourtant. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu dis, mon homme? J'ai ramené ma vache. Je n'ai pas reçu le prix de mon grain. Ma fille ne peut être mariée aujourd'hui. Mais comment, mon père? Oh, je le suis, ton père, mais... Ton père, malheureux. Mais je ne comprends rien à vos discours, Théodore. Expliquez-vous. Vous me refusez votre fille, vous rompez vos promesses... Me connais-tu pour un malhonnête homme? Je retarde ce qui me rendrait heureux moi-même. Et je te pardonne cette sortie. Bon, dites-nous donc, mon père, est-ce de moi que vous vous plaignez? J'ai promis ta dot et je ne l'ai pas. Quand l'aurai-je? Mais pourquoi donc n'a-t-on pas payé ton grain? Pourquoi n'a-t-on pas vendu notre Javotte? Il est incroyable que dans un moment comme celui-là, tu n'aies pas trouvé au marché... Je n'y ai trouvé que des scélérats. Des scélérats? Oui. Mais que quoi, on t'aura volé? Allez, réponds-moi donc, mon ami, as-tu perdu quelque chose? Oui, oui, j'ai perdu la bonne opinion que j'avais des hommes. L'estime que je portais à l'état de laboureur qui va se déshonorer. Ah, Dieu! Quelle horreur j'éprouve! L'infâme rapacité d'un commerce illégal. Ce poison qu'on m'avait dit qui affectait les villes a donc gagné nos paisibles campagnes. Humanité, fraternité, vous êtes donc disparus pour jamais. Mon père... Mes amis, laissez-moi respirer, je vous en prie, il me faut quelque temps. Votre amitié me fait du bien, mais vous savez si votre père idolâtre la probité, hein? Elle est détruite, mes amis, détruite à jamais. Et je la pleure en père, en citoyen, en ami de toute l'humaine nature, livrée désormais à des tigres et des vautours qui la déchireront jusqu'au dernier lambeau. Je reconnais là bien ton âme, mon cher Théodore. Mais comment, ce matin seulement, as-tu vu des choses aussi affligeantes pour te livrer à de tels excès? Les scélérats que j'ai vus ce matin et qui remplissent, m'a-t-on dit, toutes les places de commerce peuvent seuls étouffer tout le bien possible aux êtres bienfaisants qui restent. Et c'est à notre marché que vous avez... Ce que les nations les plus barbares ne sont pas capables d'inventer. L'or, qu'on dit depuis si longtemps le corrupteur du monde, n'avait porté que des coups impuissants. Il est maintenant dans toute la plénitude de son pouvoir exécrable. J'arrive à 5 heures du matin. Rien sur la place. Comment, dis-je à notre hôte, le marché n'a-t-il pas tenu aujourd'hui? Comment cela, me répond-il. Mais comment, mais le grain? Ah, nous n'avons pas vu un boisseau, il a été acheté sur les routes.
Les bestiaux? Ah ben oui, ils ont été enlevés en 2 minutes à 200%. 200%? Mais que voulez-vous dire? J'achevais à peine, et ma vache, et mes sacs étaient là. Je vois arriver un groupe de gens, vêtus de nos étoffes, mais qui n'avaient pas le genre de nos cultivateurs. On entoure d'abord ma vache. Combien? Je n'ouvre pas la bouche. Que 10 voix se font entendre. 100 pistoles, dit le premier. J'en donne 1200 livres. 15, 16, 16, et elle est à moi, père. Je n'avais pas parlé, hein. Un autre me tire à l'écart. 5 louis en or, hein. Et de l'or? Et pourquoi donc de l'or? Ma vache vaut 200 francs en assignat. Si vous voulez de l'or, allez le porter au gouvernement pour aider nos frères aux frontières. Il est utile là. Et moi, je n'en ai pas besoin. À ce discours, tous me regardent en éclatant de rire. Et l'un d'eux, me riant encore au nez, accepte mon marché. J'allais la lui donner, content d'avoir vendu selon ma conscience, quand les autres lui dirent que leur marché tenait toujours et qu'ils la lui rachèteraient. Ce mot m'éclaira sur leur infâme négoce. Non, leur dis-je indigné, je ne vends ma vache qu'à celui qui veut s'en servir et non à des sangsues qui se l'arracheraient l'un à l'autre pour empêcher personne d'y atteindre. Et ton blé? Quoi, mon blé? Qui êtes-vous pour l'acheter? Est-ce du pain qu'il vous faut ou de l'or? De l'or, dirent ces malheureux en riant toujours. Avec cela, nous aurons du pain, et tant pis pour qui n'a pas d'or. Ceux-là auront mon grain et ma vache, dis-je, outré de rage, et quittant la place. Je ne vendrai plus rien sur les marchés où ce ne sont plus des hommes qui commercent, et où des étrangers, plus décorants que des harpies, viennent à grands frais souffler la soif de l'or et semer la famine. Mais tu n'as pas ramené ton grain, pourtant. Non. Les communes voisines en manquaient. On leur avait, ce matin, ravi au marché ce qu'elles attendaient pour subsister. Je leur ai laissé le mien, à partager. Mais, dans la crainte de trouver encore des gens qui m'irritent, en m'offrant 12 fois le prix, je leur ai laissé et leur ai dit que, quand ils voudraient, ils m'en apporteraient la juste valeur. Oui, ma fille, et j'en fais le serment. Ta dot sera le prix des 2 objets que j'y ai destinés, mais vendus à leur juste valeur. Et mon gendre et ma Laure ne commenceront pas leur établissement avec un argent gagné en arrachant aux malheureux sa subsistance. Mais que t'importe ces gens à qui tu ressembles si peu? Ne pouvais-tu pas te contenter de les fuir? Quand je sais qu'ils existent, crois-tu que j'aurais fait mon devoir si, rencontrant dans les bois un loup qui m'a voulu dévorer, je me contentais de le fuir? Et pourrais-je être tranquille tant que je n'aurais pas sauvé de la crainte d'un événement plus malheureux l'être faible qui pourrait le rencontrer après moi? Je devais les écraser. Et mon désespoir est d'avoir laissé respirer des monstres que je vois et qui vont dans toutes les campagnes chargés d'un or sûrement mal acquis. Mais quels moyens employer pour établir tout le monde dans le pouvoir d'acquérir ses besoins? Faire jurer à tous nos cultivateurs de ne vendre désormais le grain qu'aux consommateurs. De veiller en véritables frères à ce que les villes, qui nous préparent les seules choses que la nature ne fait pas croître et dont nous avons besoin, ne manquent pas de ce grain que le ciel met dans nos mains pour le disposer utilement. Refusons tout aux êtres vils qui viennent nous offrir 10 fois la valeur de nos denrées et qui, au lieu de douter de notre justice, a fixé le prix de nos peines, les taxes. Si le cultivateur instruit de ces manœuvres odieuses avait la délicatesse de ne vendre qu'aux consommateurs, les spéculations de l'accapareur seraient détruites. Qui est-ce qui ne veut pas posséder plus qu'il n'a? L'honnête homme qui connaît le prix de son travail. Celui-là règle ses besoins sur ce que ses forces ou ses possessions lui donnent droit de prétendre. Et il est toujours riche, car en possédant peu, il ne se reproche rien. Bon, tout le monde ne pense pas comme toi. Mais enfin, maintenant, ton cœur est soulagé. Oui, je me sens la poitrine plus libre que tantôt. Et je m'empresse de former une union qui donnera à la République une famille de plus, dont les principes seront un commerce juste, humain
légal. Oui. Bon, allons tous à la maison commune, hein, et régalons-nous. Ah, ça ira.